Salut, c'est Guillaume Canet. Eh bien oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant semble les assumer, même à Cannes. Nous sommes le jour 3 du Festival de Cannes. L'ambiance est délétère, j'ai envie de dire. C'est bon, les nuages sont définitivement partis. Par contre, le frigo de l'appartement, de la coloc, lui, ne fonctionne toujours pas. Voilà, j'ai oublié de le préciser, ce sera notre petit fil rouge. Est-ce que le frigo de la coloc va-t-il fonctionner ? Vous entendez un rire parce que oui, aujourd'hui, je suis à nouveau accompagné par un très cher invité. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Louane. Bien le bonjour, bien le bonjour. Alors Louane, je vais faire comme avec John, sauf que toi au moins tu as une bio, je vais lire ta bio Twitter et on va revenir là-dessus. Donc exploitant et critique cinéma. Oui, c'est ça. Voilà. C'est tout ce qui m'entoure avec le cinéma. Justement, je vends des tickets et je critique les films dont je vends les tickets. Voilà. Est-ce que tu fais quand quelqu'un prend un film, tu dis non mais allez pas le voir celui-là, il est nul. Ah, ça dépend. Mais tu juges intérieurement en tout cas. Je juge intérieurement. Après, c'est à la tête du client, hein, forcément. Mais tu fais de la discrimination faciale. Non, mais c'est juste qu'on commence quand on est dans un petit cinéma de quartier, on reconnaît les visages et donc du coup, on sait qu'il y a des personnes qui vont s'intéresser un peu à tout et donc là, on essaye d'un peu de les orienter vers des priorités, mais les personnes qui viennent et que je les vois voir que des comédies françaises, je sais que j'ai pas à leur conseiller. Ce mépris directement. Ensuite, tu es rédacteur-chef sur C'est quoi le cinéma ? Exact. Voilà, c'est quoi le cinéma du coup ? Eh Enfin, ben, c'est quoi le cinéma ? Le cinéma, c'est l'art d'en discuter et c'est quelque chose qui converse avec nous et donc du coup, on doit converser avec lui, qu'on soit en accord ou pas. Donc c'est ça le cinéma et c'est ce qu'on essaye de dire dans nos petits retours critiques. Et enfin, créateur de C'est quoi le ciné ? Moi ? Oui, qui est un jeu de mots, hein, on l'aurait compris. Je l'avais pas personnellement. Je me suis dit, il y a une faute de frappe en fait. Il sait pas écrire cinéma. Il avait bien écrit une fois. Pourquoi il sait pas l'écrire une seconde ? Mais après, c'est ciné-moi parce si on aurait fait ciné-semaine, ça demande beaucoup de boulot. Donc on préfère le faire ciné-moi. Ciné-jour. Ah, ciné-jour, oui. Ciné-minute. C'est un peu ce qu'on fait avec Cannes, justement. C'est un peu ce qu'on fait avec Cannes, exactement. Parce que du coup, oui, tu couvres le Festival de Cannes. Alors, tu le couvres pour C'est quoi le cinéma ? Donc, c'est des articles écrits. C'est ça. Voilà. Mais du coup, de toute façon, en description, il y aura les liens de ce que tu fais, tant de ton podcast que de ton site. Je te remercie. Donc, nous allons aujourd'hui parler de 3 films. Enfin, tous les deux, nous allons parler de 2 films. Gros programme aujourd'hui. On va essayer de bien tenir. Des gros morceaux, ouais. Des gros morceaux. Alors, on vous fait le petit sommaire. De toute façon, vous le voyez dans le titre. Nous allons commencer par Furiosa, Mad Max Saga, je sais plus comment le titre. Mad Max Saga. Ouais, Mad Max Saga. Il y aura une petite partie sur Rendez-vous avec Pol Pot de Ritipan, qui est le meilleur film des 3. Ouh, je spoil. Et enfin, on va terminer, par Mégalopolis de Francis Ford Coppola. Le très attendu. Très attendu. Très attendu. Nous allons commencer par un film qui déjà nous met d'accord et c'est normal parce qu'il est vraiment trop bien, à savoir Furiosa, le préquel de Fury Road sur l'enfance et plus généralement la vie de Furiosa qu'on connaît dans Fury Road, interprétée ici par Anya Taylor-Joy. C'était une des très grosses attentes de ce festival. Loa, nous l'avons vu tous les deux ce matin. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi j'aime beaucoup Fury Road, hein, comme pratiquement tous les gens qui ont un avis avantageux. Loin d'être désastreux. Loin d'être désastreux. J'aime beaucoup aussi George Miller, qui est un cinéaste dont j'aime pratiquement tous les films que j'ai vus, sachant que j'en ai pas vu un, c'est celui qui est avec Susan Sarandon, avec une affiche jaune et je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un cinéaste que j'adore parce que c'est un cinéaste qui adore briser les attentes dès lors qu'il sort un nouveau film. C'est un mec qui va passer de Mad Max à Happy Feet à Babe, tout en revenant à 3000 ans à t'attendre et à Fury Road par exemple. Et c'est lui aussi qui est en charge de toute la saga de Mad Max depuis le premier et c'est un truc fou, mais sur les 5 films il n'y en a aucun qui se ressemble, il n'y en a aucun qui est mis en scène de la même manière, etc. Et justement je m'attendais à avoir ce revirement d'attente avec ce Furiosa, sachant qu'en plus John que tu as eu à ce micro là il y a 2 jours m'en avait parlé après la projection parce que lui il a vu la veille en gala avec la présence de l'équipe, c'est ça, tout ça. Voilà. Et donc du coup il m'en avait parlé et donc, je me suis fixé de nouvelles attentes avec ce qu'il m'a dit et même ces attentes là ont été contournées avec ce que j'ai vu ce matin. Donc c'est dire à quel point George Miller est assez fort à ce niveau là, mais il est aussi
fort, en fait, pour combler ses attentes d'une sorte de talent que je ne trouve qu'en lui, c'est-à-dire que chaque image, chaque phrase écrite, prononcée, etc., ont un sens, que ce soit au sein de son univers, comme au sein de l'œuvre qu'on est en train de regarder. Ce que je trouve absolument dingue avec George Miller, et notamment dans Furiosa, mais ce que j'avais aussi ressenti avec 3000 ans à t'attendre, c'est que on peut prendre n'importe quel plan du film, ça fourmille de détails. Mais des détails un peu... on voit la crasse sur les sur les conduits, sur le métal. On voit la technicité qu'ont les costumes, des micro tatouages chez Dementus et des trucs comme ça. Et on n'a plus l'habitude de voir ça dans des blockbusters. C'est-à-dire, on voit les Marvel, la tenue du super-héros, c'est une tenue tout ce qui est plus basique ou avec des couleurs similaires, etc. Et encore quand elle n'est pas en CGI. Quand elle n'est pas en CGI. Enfin, voilà. Là, on a Dementus qui va constamment changer de costume au fil du récit. Interprété par Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, qui a son rôle de sa vie. Hein. Bon, c'est clairement son meilleur rôle. Ça, peut-être avec Hacker de Michael Mann, mais j'aime pas ce film. Mais bon, certains disent que c'est un de ses meilleurs rôles. Non, mais il joue bien dans Hacker, mais c'est vrai que là, il y a une palette de jeu quand même. Il est parfait pour le rôle. Assez fou. Mais rien que ce personnage de Dementus, il est au départ, même s'il y a un nez grimé, une sorte de stature presque demi-dieu grec, tu vois. Mais à un moment, c'est le plan dans la bande-annonce où il est empreint d'une teinte rouge, du coup il va devenir un peu Barbe Rouge dans les missions Cléopâtre, etc. C'est ce que tu veux. on est un peu loin de ça quand même. Mais sa cape rouge va devenir un dégradé entre le blanc et rouge. Le costume est en perpétuelle évolution, tout comme Furiosa va être des longs cheveux, va être chauve, va avoir une trace noire sur le front. En fait, on a des personnages qui évoluent, que ce soit physiquement comme dans le texte, c'est-à-dire dans ce qu'ils deviennent, etc. Et c'est pour moi toute la force en fait de George Miller, tout comme on s'attend à un film d'action ultra nerveux comme l'était Fury Road, et en fait on se retrouve avec un film qui est majoritairement ultra narratif, quoi. Alors justement, c'est là où j'allais venir. En fait, Furiosa avait eu des séances presse en amont, et malgré le fait que c'était son embargo, il y avait 2-3 trucs qui étaient ressortis, dont un truc, ça se rapproche plus de 3000 ans à t'attendre que de Fury Road. Et moi je me dis, c'est super d'avoir un film qui va pas reprendre toute l'esthétique de Fury Road, mais qui va avoir sa propre identité. Et en fait, du coup, je suis allé jusqu'à un tel point que je pensais que c'était un film qui n'avait rien à voir avec Fury Road. Du coup, j'ai eu beaucoup de surprises quand j'ai vu qu'il y avait des lieux qui revenaient, des actions qui revenaient, et surtout des acteurs et des actrices de Fury Road qui étaient de nouveau présents. Je pense à Immortan Joe ou à son fils, sans trop en dévoiler, ou voilà, et même c'est pour vraiment relier les deux films ensemble. Et ça m'a beaucoup plu, le fait que ce film réussit à avoir sa propre identité, et aussi un travail de fou, comme on le voyait déjà dans 3000 ans à t'attendre, sur les transitions. Genre vraiment le transition où t'as Furiosa qui crie, et ça transitionne avec quelqu'un qui est en train de limer une hache. Enfin, c'est fabuleux comment c'est trouvé, et des petites trouvailles comme ça, il y en a plein durant le film. Ce qui m'amène à mon point négatif du film, mais c'est juste une scène, sinon tout le reste est parfait. C'est une scène qui va reprendre Fury Road, qui va reprendre un petit peu l'idée de ces scènes d'action de Fury Road, sauf que la comparaison fait extrêmement mal parce que pour moi, elle est ratée. C'est fou de dire ça, mais je trouve qu'elle manque cruellement de dynamisme, et pire que ça, et ça je craignais ça dans la bande-annonce. Globalement, dans le film, ça va, mais alors là, dans cette scène, je peux pas pardonner. C'est que c'est moche, c'est que c'est laid, et je vais aller plus loin. Il y a des plans que je trouve immondes. Voilà, donc ça arrive. Le film est découpé en 5 chapitres. Ça arrive au bout du 3e, donc à peu près au milieu de film. Il y a la scène d'action, parce qu'il faut bien en faire une. En fait, c'est la scène d'action qui a été marketée, qu'on a vu des trucs sur Twitter passer, etc. C'est la scène d'action qui dure 15 minutes, qui a demandé à 200 comédiens, 200 cascadeurs, etc. C'est cette scène-là dont il parle, et que vous allez forcément reconnaître dès lors qu'elle va commencer. Après, je conçois. Pour moi, c'est le gros point noir du film. En fait, il y a une esthétique qui, même là, varie avec Fury Road. C'est-à-dire que Fury Road, c'était tourné dans des vrais déserts, avec des vraies explosions, etc. Là, c'était malheureusement pas possible parce que voilà, la pollution. Malheureusement ou heureusement, parce que ils ont quand même niqué un désert. Oui, non, mais voilà, justement, l'écologie, la pollution, tout ce que tu veux. Et donc, du coup, il y a un changement esthétique presque global en termes de CGI et de mise en scène qui est assumé. Oui, c'est assumé. Et qui donne plus un côté cartoon
au film, où en fait, comme c'est pas des vraies voitures qui se sont retournées, etc., on a un côté un peu plus exagéré des situations. Moi, ça me dérange pas, mais là, par exemple, le désert dans cette scène, uniquement dans cette scène, vraiment, encore une fois, c'est que cette scène qui me dérange. Ça paraît fake, ça paraît plat, c'est moche de fou. Et encore une fois, il y a des trucs qui sont immondes et vraiment, ça me bloque beaucoup trop. Et je pense que, bon, ça aurait été impossible de faire un film sans scène d'action, surtout qu'il y en a certaines au début et à la fin qui sont hyper bien rythmées, hyper bien amenées parce qu'elles correspondent à l'univers de Furiosa. Mais là, je trouve que, je sais pas si c'est si c'est la production qui a demandé à ce qu'il y ait une scène comme Fury Road pour pas perdre le public, mais je trouve qu'elle dénote totalement du film. Qui, encore une fois, le film, tu parlais du chara design, les acteurs sont incroyables, que ce soit Anna Taylor-Joy ou Chris Hemsworth, qu'on a jamais vu comme ça, qui est parfait pour le rôle. Même il y a l'acteur qui était là avant Max, justement, je sais plus comment il s'appelle, mais qui a un peu le même rôle que Mad Max, c'est juste lui qui conduit le camion. Le peu de fois on le voit, je fais putain, il y a un truc, il y a un charisme. Tom Burke qui s'appelle. Ouais, Tom Burke. Tom Burke, oui, putain, je suis trop con. Et lui, par exemple, quand je le vois, bon, il ressemble beaucoup à Tom Hardy, mais c'est celui qui le précède justement dans la conduite du camion jusqu'à Gasoilville, là. Mais pareil, lui, quand il arrive, je connaissais pas cet acteur d'ailleurs, mais quand il arrive, je suis putain, il y a un charisme, il y a une prestance, il arrive à le mettre en valeur alors que c'est un personnage qu'on ne connaît pas, justement. Il a le même chara design que Mad Max dans le premier film. Oui, exactement. Et je me dis, putain, c'est super bien amené. Aussi, ce que je trouve génial, c'est que j'aime énormément l'histoire de Furiosa dans Fury Road, ce qui est raconté, et tout ce truc de sororité, et notamment de cette idylle qu'elle va essayer de rejoindre. Et là, dans ce film, on revoit un petit peu cette micro-société. Et je trouve que là où Fury Road va plus se concentrer sur le côté très spirituel de la course, sur un peu le message écologique, là, Furiosa va se construire un petit peu sur comment fonctionne une société à différents niveaux, sur différents endroits, et aussi les guerres de gang, comment, là où dans Fury Road, il y a, c'est une rébellion qui est minime face à un truc qui est déjà imposé, là tu vois différents gangs, différents clans, qui vont essayer de s'affronter, et comment il y a ces manipulations, comment il y a ces petits moments, et je trouve que ça fonctionne super bien, et la psyché de Furiosa est hyper bien amenée. Tu parlais du côté narratif, le film est beaucoup plus écrit que ne l'est Fury Road, parce que Fury Road, lui, son truc, c'est filmer des scènes d'action dantesques et géniales. Furiosa, c'est construire la psyché de son personnage, amener justement toutes ces relations-là. C'est vrai que l'action est moins présente, elle est présente, et quand elle est présente, et quand elle est bien faite, elle est incroyable, mais voilà. Et puis aussi, putain, on souffre dans ce film. Genre, vraiment, les corps, ils en prennent et c'est plaisant. Oui, quoi. et même en termes de folie visuelle, en termes comme tu dis, de corps, etc., le film est un peu plus violent aussi, dès lors qu'il va convoiter un peu le body horror et le gore. Il paraît un peu plus violent visuellement. Si tu me permets, je vais juste terminer sur un petit dernier point. Vas-y, après on termine. On a parlé du fait que c'était un préquel et que du coup, ça raccroche les wagons avec Fury Road. Ce qui, je trouve aussi passionnant avec ça, c'est que on avait pris l'habitude avec les préquels, justement, que ce soit Star Wars, Solo et des trucs comme ça, que quand ça raccroche les wagons, ça va insister justement sur « Ah, vous voyez d'où elle vient cette bague ? Elle vient de là. Tu vois ça ?» Et ben là, en fait, je vais être clair, quand le film a commencé, j'avais complètement oublié que Furiosa avait perdu une main dans Fury Road. Complètement. Enfin, elle avait une main métallique dans Fury Road. Et en fait, quand dans le film, on me montre en fait comment elle a perdu sa main, ça arrive très loin, et quand j'ai fait « Putain, c'est vrai ». Et ça va jamais insister sur ça. Il y a aussi autre chose, c'est que c'est progressif. Je sais pas si vous avez vu cet horrible film qui est Pirates des Caraïbes 5, où sur le costume de Jack Sparrow, on te dit en une scène, il a eu tout. Alors que voilà, ça te nique toute l'histoire. Alors que là, dans Furiosa, c'est progressif. Genre, au bout d'une demi-heure de film, il y a une action qui va avoir une répercussion sur son chara design dans Fury Road. Pareil, dans 1 heure, ensuite là, 2 heures au bout du film. Genre, vraiment, c'est hyper bien amené. Oui, et pourquoi elle a pu ses cheveux et des trucs comme ça. C'est ça que je trouve son fou. Maquillage, sa relation avec Kim Martin-Joe. Donc, c'est genre vraiment... c'est vraiment un exemple de qu'est-ce que devrait être un bon préquel. À la fois avoir sa propre identité, rattacher les wagons et jamais faire du fanservice outrancier. Oui, parce que là, on pourrait très clairement commencer la saga avec ce film-là. On n'aura pas on n'aura pas de choses qu'on pourrait pas comprendre en fait. Mais sans regarder le générique, parce que le générique, c'est plein d'images de Fury Road. C'est vraiment un teaser de Fury Road, ça allait assez hallucinant. Et pour vraiment terminer, dans son côté, j'ai envie
envie d'être différent de Fury Road, et dans ce côté presque anti-action en dehors de ta scène. J'aime aussi le fait qu'on attend quelque chose, une grosse bataille finale, et qu'on ne l'aura jamais. Et ça, j'ai beaucoup apprécié le fait que... Il y a un anti-climax dans le film. Ouais. Ah oui, il y a un anti-climax dans le film qui, quand je l'ai vu, j'ai fait putain, là tu portes tes couilles, mec. Et là, ça fait du bien. Merci George Miller. Ouais, franchement, terminons là-dessus, à part pour une scène. Ouais, et encore, non, j'ai demandé autour de moi, tout le monde aime cette scène, il y a juste moi qui fais chier avec. Mais bref, vous avez compris. Furiosa, c'est une très belle réussite. Ça sort dans une semaine pour vous. Foncez dessus, de toute façon, vous allez très bien aller le voir. Mais voilà, les retours sont positifs. On continue. Alors, du coup, Louane, tu ne l'as pas vu, donc ça va être pour ma part. Ça va être Rendez-vous avec Pol Pot de Ritipan. Alors, Ritipan, j'en ai déjà parlé ici, c'est le réalisateur de l'excellent documentaire qui s'appelle L'image manquante, qui d'ailleurs est disponible gratuitement sur YouTube. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'était Arte qui l'avait mis et quelqu'un l'a reposté sur YouTube. C'est absolument passionnant. Ça va raconter l'histoire du Cambodge et notamment des Khmers rouges à travers justement un manque d'images d'archives et comment ils compensent ça avec des petites figurines. Et là, c'est à peu près la même chose en fait qu'il va raconter, avec une différence, c'est que déjà c'est non pas un documentaire mais c'est un film de fiction, ce qui fut ma grande surprise. J'étais vraiment persuadé que c'était un documentaire, et surtout ça va te le raconter à travers un point de vue que je trouve hyper intéressant, c'est-à-dire l'histoire de 3 journalistes français qui vont arriver au Cambodge à ce moment-là avec l'histoire des Khmers rouges, et qui vont du coup filmer, raconter ce qui se passe là-bas. Déjà je me dis, Ritipan va choisir un point de vue qui n'est pas innocent, du coup comme je vous ai dit c'est un point de vue extérieur. Il va essayer de montrer quel regard extérieur on peut avoir par rapport à ça, surtout à des gens qui comprennent que les images, qui comprennent que ce qu'on leur raconte, ce qu'on va leur montrer est de la pure propagande. Alors on s'en doute avec le recul, mais là je trouve que la manière dont il va filmer les interactions, et surtout au niveau du montage, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans le montage, c'est qu'il va laisser des silences. Et ces silences, ils sont lourds de sens. Ça veut dire, tu comprends quelle est la réelle vision tant de son réalisateur que des personnages, qui est toujours sous-jacent. C'est que au bout d'un moment, ça va exploser, mais c'est jamais dit explicitement. En tout cas, dans sa première demi-heure, le film va toujours nous laisser comprendre ce que pensent les journalistes sans que ça soit expliqué. À travers ces journalistes, il va essayer de questionner comment tu fais ton travail de journaliste dans une situation qui est aussi gravissime, et surtout face à une propagande qui est dégueulasse, surtout quand tu vois un peuple absolument souffrir. Et le film va énormément faire questionner le rapport journalistique, c'est surtout à travers l'intégrité journalistique, et je trouve que le trio de personnages fonctionne hyper bien parce que chacun ont leur propre envie, leur propre désir par rapport à la manière de raconter le conflit qui a lieu, et aussi chacun a sa propre envie de défendre ou non ce qui se passe. Il y en a un qui est un ami de Pol Pot et un qui est vraiment un anti, et après tu as notre personnage principal, même si les 3 le sont, mais il y en a la journaliste qui a écrit du coup l'histoire dont c'est adapté, qui va être témoin de ces 2 points de vue et qui va essayer de jouer avec et de marcher sur des œufs constamment. Là où le film aussi me plaît énormément, comme je vous ai dit, je suis un très grand fan de l'image manquante, et ce film a l'intelligence de réutiliser ce dispositif, à savoir des petites figurines, et encore une fois, comme pour l'image manquante, à quel moment il va filmer ça, quand il veut filmer la réalité du pays, et à quel point l'histoire est horrible. Et il va y avoir un mélange d'images de fiction et d'images documentaires, que ce soit des images d'archives qu'on suppose qui ont été prises durant les années 70 au moment où ces journalistes sont arrivés, que du coup ces petites figurines qui vont essayer de remplacer ce que la fiction ne peut pas montrer, parce que soit c'est trop lourd à regarder, soit parce que c'est trop grave et qu'il faut prendre conscience que non, ce n'est pas de la fiction. Cette histoire est réellement arrivée, il y a réellement un peuple qui a souffert, il y a réellement des gens qui sont morts pour ne pas avoir voulu subir une politique. Et le film, pour t'appuyer cela, va te le montrer plein cadre à travers des images d'archives au lieu de le détourner à travers la fiction. Et je trouve que ça renforce totalement le propos du film, le message du film, et aussi son impact émotionnel, d'autant plus que le film va énormément interroger sur la position. Tu comprends que le réalisateur n'est pas contre l'idée politique qui est avancée, mais dans la manière dont elle est faite.
Et enfin, pour terminer, c'est juste, il y a une idée de mise en scène qui me rend complètement fou dans le film. Elle est assez peu présente, mais je trouve que le fait d'avoir fait évoluer son dispositif à ce point est une forme d'intelligence et de pertinence folle. C'est que, comme je vous ai dit, il va mettre des images d'archives et va faire jouer des figurines pour raconter une réalité du pays. Et des fois, il va mélanger son image de fiction avec... Enfin, c'est pas qu'il va mélanger, c'est que les acteurs vont être confrontés à ces images. Ils vont être confrontés aux figurines, ils vont être confrontés aux images d'archives, ils vont interagir avec elles. Et ça renforce du coup, non seulement comme je vous ai dit, le message, mais aussi que c'est ultra palpable, c'est pas deux choses différentes, c'est que avec ces contre-champs, voire des plans qui vont mélanger les deux sources d'images sur la même échelle, il va lier totalement les deux pour nous dire que cette fiction n'est pas qu'une fiction, c'est aussi une réalité qui est arrivée. Voilà, donc c'est un film qui est d'une puissance émotionnelle forte. Les acteurs sont parfaits, la mise en scène, le cadrage est incroyable. Le cadrage est toujours hyper bien pensé, la photographie est sublime. Mais vraiment, en termes de puissance émotionnelle et de puissance politique, c'est un film extrêmement fort. Il était en Cannes première, je suis dégoûté qu'il ne soit pas en compétition. Et voilà, c'est mon second gros coup de cœur de ce festival de Cannes. Donc voilà, rendez-vous avec Pol Pot, je ne sais pas quand c'est que ça sort. Mais voilà, de toute façon, je risque d'en reparler. Notez-le vous, parce que c'est absolument merveilleux. Et Ritipan... cinéaste fou, cinéaste incroyable, vraiment deux films que j'ai vus de lui, deux films qui me foutent une baffe à chaque fois parce qu'il est trop fort ce type. Bon, j'ai envie de le voir du coup, mais rendez-vous avec Pol Pot, mais à quelle date? Ben justement, comme je te dis, je ne sais pas. Non, ça se peut qu'il n'y ait pas de date, c'était juste pour la vanne. Je suis désolé, mais en tout cas, très bonne vanne. Bref, vous revenez de réentendre Louane. Oui. Il est temps de l'affronter. Ah oui, on va affronter. Ouais. Il est temps d'en parler. Vous n'êtes pas sans savoir que, certes, Furiosa était une des grosses attentes de ce festival, mais je pense que, sans trop exagérer, la plus grosse attente de ce festival, ce qui était à la fois une surprise et à la fois quelque chose où on était en mode « Ah putain, ça y est, il va pouvoir enfin sortir, enfin, le monde va pouvoir le découvrir », c'est le gros retour de Francis Ford Coppola, Megalopolis, film malade qu'il veut faire depuis 40 ans à peu près, sur lequel il est en train de travailler là concrètement depuis une dizaine d'années je crois, et on l'avait pas revu depuis Twix. Oui, exact. avec Elle Fanning. Voilà, donc il est de retour, il y a déjà eu 2 séances, une séance gala et 2 séances presse, donc 3. Nous venons d'en sortir. Le film suscite énormément de débats et de retours, sauf que les retours, ils sont pas très bons. Louane, est-ce que tu veux en parler ? C'est pas qu'ils sont pas très bons, c'est que les gens ne savent pas quoi en penser, et donc du coup on est un peu face à deux extrêmes qui sont en train de se bloquer. Là actuellement, j'ai regardé, il y a même pas deux secondes pendant que tu parlais de Pol Pot, de la courbe Letterboxd. Il y a des deux côtés, il n'y a rien au milieu. Il y a les deux tours, quoi. C'est littéralement... C'est les deux tours. C'est littéralement Seigneur des Anneaux 2. Déjà, le film, j'ai une question à poser qui est un peu ouverte. C'est s'il n'a pas été produit pendant 20 ans, que personne n'a voulu le financer, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison. Mais ça, je vais le développer juste là maintenant, parce que j'ai déjà... Pour parler du film, en fait, on peut pas le décrire. Parce que pour être 100% franc, j'ai jamais vu un film comme ça, et je pense qu'on n'en verra jamais d'autres. C'est un film qui a une identité. Ça, on peut pas lui enlever. C'est peut-être pas celle de Coppola, mais il y a une identité qui va être difficilement copiable et qui n'a jamais été fait avant tel qu'on nous l'a présenté. Donc, j'ai envie de parler un peu de comment je l'ai vécu en termes d'émotion. Je te laisse. Moi, le film, je suis pas non plus un grand adepte de Francis Ford Coppola. J'aime beaucoup ses grands classiques comme Apocalypse Now, Le Parrain, etc. Mais c'est super aussi. Mais j'ai jamais été un franc adulateur. Donc, je l'attendais plus comme un... Il est attendu, j'ai envie de me prendre ma petite claque de Cannes et de voir le petit truc qui va un peu me chambouler. J'ai vu le petit truc qui m'a chamboulé, mais peut-être pas celui auquel je m'attendais, parce que les premières minutes, voilà, j'étais en plein d'un profond désarroi face aux images que je voyais, parce que je me suis dit, je suis vraiment en train de regarder un film de Coppola, ça ressemble plutôt à un soap opéra sur NT1, photographie à la Disney Channel, une photographie toute lisse,
trop coloré. Enfin, je suis là, je suis merde. L'ère du numérique, malheureusement. Ensuite, j'ai somnolé, mais une somnolence comme j'ai jamais eu dans une salle de cinéma, et même en tant qu'homme parfaitement réveillé. C'est-à-dire ce petit sursaut qu'on a juste avant de s'endormir. Et ben, je l'ai ressenti 5 fois en 20 minutes, ce qui était assez troublant. Je pensais que je faisais un petit AVC, mais en fait, non, c'était juste une fatigue qui m'a empreint. À un moment, il y a eu un happening, je pense que tu vas en parler. J'en parlerai, oui. Il y a eu un happening, et après ce happening-là, il y a la salle de presse auquel on était a commencé un peu à se lâcher, donc du coup, je l'ai pris un peu à la rigolade, ce que j'étais en train de regarder, un peu en mode moquerie, mode nanar. Le désarroi est vite revenu, en mode, c'est quand même un peu chaud, quand même, cette vision-là. Pourquoi il nous raconte ça? Je comprends pas ce qu'il veut me dire. Et après, je me suis complètement lâché. J'ai chialé de rire comme pas possible. Donc, en fait, c'est une expérience que je recommande à tout le monde de vivre parce que c'était quand même quelque chose 2h18, ressenti 8 heures, mais en même temps, j'ai envie de les revivre. Donc, c'est assez fou quand même. Après, est-ce que tu te rappelles du nom du matériau sur lequel il travaille? Adam Driver, le personnage là, voilà. Non, du tout. Tu vas éclater de rire. C'est le mégalon. Ah oui, c'est vrai que c'est le mégalon. C'est le mégalon. Ah oui, Bon, voilà, un film méta. Bref, alors attendez. Là, vous me voyez cynique et rigoler, mais sachez que autour de moi, pour les gens dont j'ai lu les retours et que j'ai sondé, nous sommes que 3 à avoir aimé le film. Je fais partie d'eux qui ont applaudi premier degré à la fin du film, mais je vais revenir point par point. Alors déjà, oui, franchement, j'ai lutté pour pas dormir durant le film, et des fois, je somnolais, je faisais des micro-siestes, et du coup, je me suis dit, c'est peut-être à cause de ça que j'ai rien compris au film. Par chance, des gens qui ont vu le film du A à Z n'ont pas compris non plus le film. Donc ça me rassure sur cet aspect-là. Je trouve que pour préciser, il n'y a aucun cadre qui est posé. On commence directement avec le. Voilà, il n'y a pas de cadre, on ne sait pas comment l'univers fonctionne, on ne sait pas quelles sont ses règles. Il veut aborder trop de choses. Ouais. Et le truc le plus intéressant du film, à savoir cet architecte qui peut contrôler le temps, est malheureusement plus un truc de passe-passe qui est là que de temps en temps qu'un truc qui va... Ouais, pour faire avancer le scénario, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. J'avais des attentes que j'ai essayé de baisser en me disant, bon voilà, c'est un film, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Et effectivement, à la fin du film, je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué non plus. Je reconnais les défauts dont tu parles, je reconnais au niveau de sa photographie, de ses personnages, de son histoire, mais je sais pas, déjà, il y a un truc, il y a une vibe en me disant... Je sens qu'il y a quelque chose. Je sens que, tu vois, ça m'étonnerait pas que ce film, dans 20 ans, il soit réhabilité, tu vois, par exemple. Ah. Au contraire. 30 ou 40. Au contraire, je pense que c'est un film qu'on va beaucoup moquer plus tard. Je sais pas, vraiment, parce que en fait, c'est un film malade, déjà. C'est un film malade parce que il est... En fait, il y a tellement d'influences. Déjà, Coppola, quand il a cité ses influences, il a fait une liste, mais c'était infini. Il y avait de tout et n'importe quoi dedans. Et vraiment, c'est un film qui se veut extrêmement profond, philosophiquement, qui veut te faire une fresque sur qu'est-ce que l'humanité. Donc, des fois, je me dis, ok, c'est pour ça qu'on revoit certains gros travers, certains gros trucs, mais de l'autre, je ne comprends pas de quoi il veut parler. Il y a que à certaines scènes où je vois un profond film humaniste qui dit de s'aimer et de faire en sorte que l'humanité aille vers le mieux et d'éradiquer du coup toute forme de pas de pessimisme mais de pas de contre-attaque parce que sinon ça fait un film fasciste mais comment dire, il l'est un petit peu quand même un peu mais bon le film est fascist et antifasciste non mais ouais mais il y a un point de vue sur certains trucs notamment les femmes etc qui est assez particulier et qui me c'est le désarroi qui arrive dans les deux moments où je suis en train de marrer justement. Il y a quand même un point de vue de gros boomer quand même, de gros boomer qui comprend pas le temps dans lequel il vit et ce moment-là je suis quand même bon. Coppola, c'est bien, tu veux parler, c'est bien, je te prie pas la parole, mais en fait si tu disais les scènes etc, en fait les scènes parlent. C'est juste qu'ils communiquent jamais entre elles. C'est pas entièrement faux. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des grands moments. À tous les moments où il arrête le temps, je trouve qu'il y a une poésie, il y a une intensité dans ces moments. La scène d'ouverture, je la trouve folle. Personnellement, c'est celle qui a... C'est la bande annonce. Ouais, c'est le teaser. Je l'avais pas vu, du coup. Je la trouve folle. Après, c'est la scène la plus logique du film. Okay. Après, bon, voilà, il faut en parler. Il y a eu un truc sur scène. Alors,
J'ai réfléchi sur le chemin du retour. Je décide d'en parler parce que je ne sais pas si en dehors de Cannes cette chose se fera. Donc je préfère prévenir si vous ne voulez rien savoir de le gros happening. Si vous êtes à Cannes, je vous conseillerais de passer ce moment. Je mettrai dans la description jusqu'à quand vous pouvez passer. Voilà, donc je laisse un petit peu de temps. Et sinon, ben voilà, je vous le dis, il y a un moment. Voilà, c'est bon, vous êtes parti. Ok, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Un moment, alors je ne sais plus quelle scène l'amène. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Adam Driver, c'est un architecte très important, donc c'est un homme politique un petit peu, et c'est aussi une célébrité, donc du coup, qui peut faire des plateaux télé, etc., etc. Un moment, il y a une scène, écran noir, et on aperçoit quelqu'un sur scène qui est là. Donc on ne sait pas, c'est un vigile qui va nous dire que le film est un problème de DCP. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut remettre les choses en ordre, ou c'est juste quelqu'un qui veut passer d'un endroit à un autre et qui est absolument pas discret. Et puis, on le voit s'arrêter. La lumière de la scène s'allume et on voit qu'il a un pied de micro. Il est en train de poser une question et pendant qu'il pose la question, derrière, sur un écran un peu plus petit, il y a le personnage d'Adam Driver, pas Adam Driver lui-même, le personnage d'Adam Driver qui écoute la question et qui va répondre à la question. C'est un brisage de quatrième mur comme j'en ai jamais vu parce que là en plus on l'a vécu en direct. Les gens ont applaudi, il faut le dire, les gens ont applaudi à ce moment-là. Oui, en tout cas dans notre séance. Après, est-ce qu'ils ont applaudi le happening ou est-ce qu'ils ont juste applaudi la personne qui s'est présentée sur scène? Ça on ne sait pas, mais il y a une réaction. Il y a une réaction, plusieurs réactions même parce que réaction de qu'est-ce qu'il fout là et après réaction de putain c'est particulier. Je t'avoue, je ne sais plus c'était quoi la question, je ne sais plus qu'est-ce qu'a répondu Adam Driver, mais en termes de mise en scène, j'ai jamais vu ça n'a jamais été fait et je pense que ça ne pourra pas se refaire parce qu'en dehors de Cannes, le film, cet effet-là ne pourra pas se refaire. Je pense, comme tu me disais, qu'il y a 2 DCP et que là, c'est juste une sorte d'happening spécial pour Cannes, ouais. Pour le 16 mai 2024 et que ça ressortira pas à part dans certains festivals qui joueront le jeu, quoi. Je me vois mal en tant qu'exploitant aller dans la salle de Megalopolis à tel timecode pour faire ça. Surtout qu'en plus, je crois que c'est Ali qui me disait, de le duel, qui me disait mais du coup, est-ce qu'il y aura la VF, la VO? Comment il fait? Est-ce qu'il devra s'adapter à chaque fois? Bon, bref. Mais cette scène m'a retourné le cerveau et rien que pour ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais de ma vie. Et comme tu le dis, le film a une identité complètement à lui. Alors, que ça soit réussi ou pas, je vois tous les défauts. En fait, quand je suis sorti du film, j'étais en mode j'arrive pas à en parler, mais j'ai aimé. Depuis, j'ai tous les retours négatifs et je me dis putain, vous avez tous raison. Mais en même temps, j'ai passé une séance tellement folle en dehors de cet happening que je me dis le film il me reste quelque chose en lui. Je pense qu'il va repartir avec rien et je pense qu'il sera pas dans les films dont je garderai un gros souvenir post Cannes, mais il y a quelque chose qui reste en moi de ce film qui peut pas me lâcher, quoi. Non, après c'est comme là on est très flou parce qu'en fait c'est compliqué de le décrire, on va pas se cacher. Je pourrais pas vous décrire les images que j'ai vues. C'est un truc particulier. Ce que je peux vous décrire, c'est que moi j'ai eu l'impression de voir un film d'Ariel Dombal mélangé au délire un peu psychotique de Terry Gilliam. mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est garder l'attente que vous avez à la base de ce film. Donc soit vous créez l'attente par rapport au retour négatif, soit vous gardez le fait que vous allez voir un chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola. Gardez votre avis. Dans les deux cas, quand vous allez découvrir le film, votre attente va avoir un rôle à jouer en fait dans la réception que vous allez avoir du film. Et si parce que moi pour vous dire, j'aime pas le film, mais je vais me souvenir de cette séance, je vais me souvenir de ce moment tout le long de ma vie. Donc, mais j'en suis persuadé aussi. Mais c'est pour ça. Et je pense que même ceux qui vont le voir au cinéma sans le happening ou un truc du genre, vous allez ressortir avec une expérience. Parce que c'est un film que vous n'allez jamais revoir en fait, de votre vie fait comme ça. Donc, c'est particulier. Soit vous adhérez pas. Mais dans tous les cas, c'est un truc à voir, quoi. Très compliqué de parler de ce film. En tout cas, c'est un film qui... Je sais pas s'il fera date, mais en tout cas, qui laisse pas indifférent. On va devoir arrêter là parce qu'il y a le montage, tout ça. Merci, Louane, de ta participation. Mais je t'en prie. Bon courage, Francis Ford Coppola, pour les dettes, parce que là, il s'est réendetté. Franchement, je vois pas trop s'il va pouvoir se les rembourser, là. Ouais. On lui souhaite néanmoins. Louane, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup ? Sur c'estqualecinema.fr, tout collé, pour suivre mes avis sur les films de Cannes, et sur le C'est quoi le cinéma pour, comme on fait là, discuter cinéma avec ma rédac, avec des gens, des invités, etc.
Et ben c'est Voilà. c'est trop bien. Merci encore une fois. Nous on se retrouve demain pour parler de je sais plus quel film, j'ai pas le programme sous les yeux, mais vous allez voir, ça va être des bons films. Au moins un. En ce moment, j'ai le ratio de un coup de cœur et de films que j'aime plus ou moins. Tu fais de l'Antimos demain? Je fais le Lantimos, Et ben exactement. voilà. Et ben nous verrons bien. C'est pas une attente, mais je suis curieux. En attendant que l'on revienne, allez voir des films et surtout n'oubliez pas. Le pire avis qu'on puisse avoir, c'est lequel à ton avis, Louane? Celui qu'on se fixe par rapport à Twitter. Celui qu'on se fixe par rapport à Twitter, c'est une excellente fin. Allez, bisous, à demain, salut! Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.